Eh bien, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui vise à démontrer que l'humanité est inclue dans une sorte d'attirance qui l'entraîne progressivement vers son ultime perfection. Alors, je vous renvoie à l'écoute des autres vidéos ou à la lecture du site pour savoir ce que j'entends par cet état de perfection. Mais en tout cas, l'idée, c'est que l'humanité dans son ensemble, sans le savoir, travaille à construire cet état de perfection pour nos futurs descendants. Alors, ça prendra encore quelques siècles, parce que, bon, on voit bien que l'évolution de l'humanité a un rythme bien particulier. C'est pas le même rythme que l'être humain. L'être humain peut changer en une décennie rapidement, voilà, évoluer très très vite, l'individu. Mais par contre, l'humanité, c'est une grosse machine en somme. Et donc, c'est une évolution bien particulière et qui prend beaucoup de temps. Mais là, on est dans une accélération de ce temps-là. On évolue beaucoup plus vite. Que plus nous sommes nombreux, plus les progrès se développent et plus l'accélération de l'évolution se produit évidemment. Alors voilà pour l'introduction. J'en profite pour signaler plusieurs choses. Donc si vous voulez soutenir cette idée et si vous pensez que c'est important que le plus de monde possible commence à penser qu'il y a du sens dans l'évolution de l'humanité, que ça vaut le coup de prendre conscience de ça, au moins de s'interroger sur cette possible téléologie. Si vous pensez que c'est important pour l'être humain déjà de savoir que nous avons tous un sens, que notre vie n'est pas insensée, qu'on apparaît sur cette planète pour justement travailler à cette œuvre incroyable, que nous sommes des artistes sans le savoir, et qu'il serait pas mal de commencer à prendre conscience de ce qu'on réalise de façon inconsciente. Ça changerait beaucoup de choses. J'en parle aussi sur les vidéos précédentes. Eh bien, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires, tout ça augmente la visibilité du site et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où je développe cette théorie depuis 25 ans maintenant. Il y a toujours un lien sous les vidéos. J'en profite pour dire qu'il y a aussi un lien maintenant que m'a fait Pierre, donc la personne avec qui j'ai fait quelques vidéos, les dernières, les précédentes, un lien pour soutenir, un lien de don pour soutenir la mécanique universelle et pour la faire progresser en fait, voilà, pour essayer de l'améliorer, d'améliorer le site, d'améliorer, voilà, d'avoir un petit peu un peu plus de visibilité et travailler avec des professionnels. Pour l'instant, j'ai tout fait un petit peu à l'arrache, comme ça, j'ai rien fait développer, j'ai pas un matériel sophistiqué et évidemment le son il est pas terrible, tout ça. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut faire avec ça. Et donc il y a un lien, vous pouvez voilà, même mettre 1 € par mois si vous pensez que ces vidéos ont de l'intérêt, ou je sais pas, faire comme vous voulez, voilà, bon bref, il y aura le lien maintenant il y a un lien sur l'espace YouTube, et puis sous les vidéos, j'essaierai de penser à mettre le lien à chaque fois vers cet espace-là dedans. Voilà, merci en tout cas de votre présence. Alors je lance la vidéo, donc là, je reprends cette réflexion à partir du Gai Savoir de Nietzsche, et c'est une émission de France Culture avec philosophie. C'est l'épisode 1, il y en a 4, et franchement, ça m'a permis de vraiment comprendre que je me suis planté un bon moment, souvent, sur
la façon dont j'ai interprété Nietzsche, sans le connaître d'abord, parce que j'ai pas lu vraiment ces auteurs, je les picore à droite à gauche, mais je fais pas un travail d'universitaire, j'en ai pas les moyens, j'y arrive pas à me concentrer pour lire longtemps, pour tenir un ouvrage et le lire. Et donc c'est très intuitif, mais ces émissions sont fondamentales parce que elles permettent de comprendre des choses inouïes. Et Nietzsche, c'est un génie qui a compris tout un tas de choses. Alors, il y a des choses qu'on va essayer d'éclairer, et à mon sens, où il y a peut-être, il faut resituer à l'époque où ça a été produit son œuvre, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Et donc, c'est vraiment, c'est lié à ça aussi. Alors, je lance la vidéo et on y va. La plupart des gens, soit, dit-il, en ajoutant une condition, peut-être est-ce que, dans certaines circonstances, certaines conditions, tu serais transporté d'ivresse à cette idée. Là, on retrouve l'ivresse. Tu serais transporté d'ivresse en disant, mais c'est génial. Alors, l'ivresse, là, pour resituer le moment de la vidéo, parce que c'est la 4e ou la 5e vidéo sur l'épisode numéro 1, c'est l'idée de cet éternel retour. Si tu devais revivre tout le temps la même vie, est-ce que tu serais transporté d'ivresse? Est-ce que ça engendrerait de l'angoisse, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça obligerait, si on était dans un éternel retour, ça obligerait à aimer la vie telle qu'elle est plutôt que de se morfondre en permanence. Et donc l'aimer telle qu'elle est, avec ses joies, ses peines, ses souffrances, ses plaisirs, etc., etc. Donc, de l'aimer telle qu'elle est. Mais ça pose le problème de l'évolution. Si on pense que l'idéal, c'est de rester dans un monde stationnaire tel qu'il était à l'époque de Nietzsche, oui, évidemment. Mais si on veut qu'elle s'améliore, qu'elle change, ou si on a le sentiment que l'humanité, justement, s'améliore, justement, est dans un processus d'évolution, ça change tout. Et c'est ça qui... C'est l'idée la plus divine que j'ai jamais entendue, c'est merveilleux, c'est formidable, voilà. Et, conclut Nietzsche, combien, pour pouvoir dire oui à ça, combien il te faudrait aimer la vie? Alors, pour comprendre la logique ici, il faut remarquer que Nietzsche insiste sur l'idée de transformation. Il dit, si cette doctrine t'était révélée, elle te transformerait. C'est ça qui est en jeu. Il s'agit de comprendre la logique suivante. Si cette pensée, cette doctrine, Nietzsche appelle toujours doctrine, hein, si cette doctrine de l'éternel retour, c'est-à-dire la doctrine qui dit ta vie va se répéter à l'identique, éternellement. D'ailleurs, elle se répète déjà depuis toujours, il n'y a ni commencement ni fin dans la temporalité. C'est ainsi, tu n'en as pas conscience, mais voilà. Si cette doctrine, donc pour lui, c'est une réalité, une valeur, c'est-à-dire une croyance à laquelle nous adhérons, disons, avec la conviction la plus entière. Comme par exemple, nous avons vécu pendant 2500 ans avec cette idée qu'il y a une transcendance, il y a un lieu intelligible pour Platon. Notre âme va rejoindre les idées. Ou bien, dans la version chrétienne, notre âme immortelle va, si tout se passe bien, rejoindre le royaume des cieux. Et elle sera libérée à tout jamais de cette vie sensible avec tous ses défauts, etc. On a cru à ces choses-là. Ça, c'était des valeurs, c'était des choses qui ont organisé fondamentalement notre rapport à la vie. Et Nietzsche vous dit, voilà, si on parvenait à remplacer ces valeurs, qui sont en train par ailleurs de s'effriter de toute façon, si on parvenait, avec telle ou telle technique, à remplacer cela par une valeur nouvelle, qui est la valeur suprême de l'affirmation, celle du grand oui à la vie, la doctrine de l'éternel retour, qui dit oui, je veux que tout revienne. J'accepte de revivre éternellement ma vie à l'identique. Comme vous le disiez au début de l'émission, avec tout ce que ça implique de souffrance, de tragédie, de perte, d'horreur, d'abomination, parfois aussi de joie, de satisfaction et d'ivresse, naturellement. Eh bien, qu'est-ce qui se passerait si on parvenait à faire de l'éternel retour une valeur? C'est ça le test du paragraphe 341. Quel changement est-ce que ça entraînerait pour l'organisation de la vie humaine? Et le pari que fait Nietzsche, c'est que on aurait là une valeur, justement,
qui représente la forme suprême de l'affirmation. On ne peut pas être plus affirmatif que dire oui à tout. Sa vie, à tout. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, parce que, bon, il faut le resituer aussi à l'époque où il écrit. Donc, à cette époque-là, l'impact de l'Église était encore important, et justement, cette idée qui disait, bon, voilà, le monde est en souffrance, comme ça, mais on peut pas, il faut pas aimer cette vie présente qui inclut toute cette souffrance. Vous pouvez espérer dans l'au-delà, qu'après cette vie, vous pouvez espérer quelque chose de meilleur, le paradis près de Dieu, etc., etc. Et donc, évidemment, c'était une manière de libérer l'être humain, de lui dire, tu peux non seulement aimer ce qui t'arrive, mais vraiment décider que cette vie vaut la peine et qu'il faut tout faire pour en faire un endroit de bonheur, de joie, etc. Alors, est-ce que Nietzsche inclut à l'intérieur de cette idée-là, il faut travailler l'évolution de l'humanité pour que nos frères humains qui viennent après nous souffrent de moins en moins, ou est-ce qu'il préconise, il faut affirmer toutes tes pulsions, ta force, ne rien contraindre, ne pas écouter le religieux et le philosophe qui te disent qu'il faut contraindre tes pulsions. Si tu as le désir de t'affirmer aux dépens d'autrui, si c'est ton énergie, voilà, ne te mets aucune entrave, vis comme ça. Et ça, c'est impossible de le vivre réellement, cette chose-là. Parce que c'est autodestructeur. On le voit complètement avec le néolibéralisme. Depuis 30 ans, le capitalisme devenu tout puissant dit voilà, tout est permis, vous pouvez y aller, il faut faire des ronds, il faut prendre du pouvoir, il faut etc., etc. Et on le voit, ce qui le mime de façon pathétique parfois, c'est le rap par exemple, qui se met avec des bagousses de tous les côtés, dans des voitures de luxe. Bon voilà, il mime le système au lieu de le critiquer en disant qu'il le critique peut-être, mais il y a quelque chose qui est vraiment qui pose un problème. Et donc plus on va faire des dominants, plus on va faire des gens qui seront en roue libre, qui laisseront aller justement ces pulsions de compétition féroce, de domination, de pouvoir, de désir de plaisir, etc., aux dépens d'autrui, et plus on va injecter de l'agressivité, de la violence dans la société. Et c'est exactement ce qu'on retrouve. La société, si elle est violente, s'il y a autant de violence, on le voit aux États-Unis par exemple, c'est juste parce que les valeurs qui sont données à l'ensemble de la population, c'est les valeurs des dominants, et c'est pas possible de faire. Plus on fait des dominants et plus on fait de violence, parce qu'ils ont, ça fait partie de leur qualité, mais ils ont ce goût du pouvoir, de la compétition, de l'intransigeance, etc., ce désir. Alors, est-ce que c'est ça que Nietzsche préconise? Si c'est ça, ça va pas avec le monde, parce que en préconisant ça, le monde régresse vers le système d'où nous venons, c'est-à-dire le système primate naturel, où c'est une mécanique comme ça. Chaque dominant à tous les échelons, c'est des compétitions entre dominants et subordonnés. Et tu dois te positionner sur le système, et ça met dans une troupe de chimpanzés, il y a un nombre considérable d'agressions chaque jour, et pourtant ils sont pas nombreux, hein.
alors que dans le même périmètre, on peut faire vivre pratiquement des millions d'êtres humains maintenant, l'humanité, avec un minimum de violence. Voilà, sur le territoire d'un groupe de chimpanzés, avec le petit nombre qu'ils sont, c'est considérable par rapport à ce que l'humanité a réalisé en termes de pacification de l'être humain. Alors après, faut voir si c'est juste ce que je dis ou si c'est... y compris à ce qui est douloureux, à ce qui est injuste, parce que on perçoit que tout est lié en quelque sorte. Et que il ne s'agit pas de dire que ce qui est horrible ne l'est pas, non, ça l'est, mais on acquiesce à cette idée que c'est une totalité, un cycle, une nécessité en quelque sorte, et qu'on ne peut pas sélectionner, choisir, donc soit on dit oui, soit on dit non. Si on dit oui à tout, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que ceci permettrait de guérir en quelque sorte de la nocivité des valeurs platoniciennes? Est-ce que ça permettrait de recentrer en quelque sorte la... Et voilà, la nocivité, c'est là où Nietzsche est quand même radical, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas pourquoi l'humanité a choisi plutôt que les sophistes, plutôt que les valeurs des sophistes, les valeurs de Socrate, de Platon, qui moralisent l'humanité, qui dit justement il faut se comporter comme ça, etc., pour faire société de mieux en mieux, etc. Et là, en fait, qu'il conteste, il a raison sur la forme, mais à mon sens, il ne comprend pas pourquoi la société humaine, depuis 2500 ans, choisit systématiquement plutôt ces valeurs-là que les valeurs des sophistes qui disent « Bon, bah écoute, si tu peux abuser de ton congénère sans te faire attraper, fais-le, etc. Sois libre. » C'est les libéraux absolus, quoi, hein, d'une certaine façon. Pourquoi c'est plutôt le moraliste qui est choisi? Parce que l'humanité, elle devait devenir de plus en plus humaine. C'est tout simple. C'est que il y a ce chemin. Et ce chemin-là, Nietzsche ne veut pas ça lui convient pas. Il pense qu'on s'affaiblit, que l'humanité perd de l'énergie, que c'est pas bon pour elle. La vie sur la coïncidence avec ses exigences, c'est-à-dire de réaliser, de mettre en œuvre une forme de vie plus saine, plus puissante, plus satisfaisante. Plus gaie. Et plus gaie de ce fait. Merci beaucoup Patrick Voetling. On arrive déjà au terme de cet entretien. Il y avait tant d'autres choses encore à dire sur l'éternel retour. Merci d'avoir ouvert cette semaine sur le gai savoir. De vous, on peut lire Nietzsche et le problème de la civilisation, paru au PUF. Nietzsche, la conquête d'une pensée, aussi au PUF. Bientôt, on pourra lire sous votre direction la nouvelle édition des œuvres complètes de Nietzsche, apparaître en novembre chez Flammarion. Et bien sûr, lisez le gai savoir de Nietzsche. Cette semaine, c'est votre traduction, Patrick Voetling, que nous utilisons, disponible aux éditions Flammarion. Grand merci. Voilà, nickel. Bon, eh ben, on va, je pense que, je crois que c'est l'épisode 2 que j'ai écouté un peu plus attentivement. Enfin, je les écoute dans la nuit, donc c'est un peu comme ça, entrecoupé de somnolence. Et donc, c'est pas une écoute, mais par contre, j'ai vu à quel point Nietzsche, c'est un génie de la pensée, à quel point chaque thème est vraiment réfléchi. Après, on peut contester ces espérances, où moi, je pense que c'est parce parce que sa sensibilité le fait souffrir, qu'il voudrait un monde où un monde plus qui s'embarrasse pas de tout ce qui peut faire souffrir un être humain en réalité, c'est-à-dire le poids des conventions, de la religion, du système, etc. Un monde plus libre, un monde, etc. Alors, sur le fond, c'est tout à fait juste. Mais
Voilà, il y a encore de quoi critiquer derrière et voir la beauté de ces textes. C'est une pure merveille, la façon dont il écrit, c'est vraiment gigantesque. Donc on va attaquer l'épisode 2, comment atteindre le gai savoir. C'est l'émission Avec Philosophie sur France Culture et on y va. Merci de votre écoute, à très bientôt.